Un argument de plus en faveur du fait de s'enregistrer et de garder une trace de notre progrès, c'est que quand on se lance des défis difficiles, plus on s'approche du succès, moins ça paraît difficile, évidemment. Et du coup, quand on finit par y arriver, on n'a pas vraiment de sentiment de satisfaction puisque maintenant ça paraît pas difficile. Une fois le défi accompli, c'est plus un défi du tout. Non, pas accompli. Une fois qu'on a pratiqué suffisamment longtemps pour que le défi qu'on s'est lancé, une fois qu'on a pratiqué suffisamment longtemps jusqu'au point où le défi qu'on s'est lancé n'est absolument plus dur, ce qui est évidemment ce que tu cherches à faire quand tu cherches à ancrer une nouvelle compétence dans ta mémoire. Quand tu as réussi ton défi et quand tu es confortable avec cette nouvelle compétence, donc là j'étais en train de bosser les gammes altérées et ça commence à rentrer, bah la compétence ne paraît plus difficile du tout et du coup t'as pas vraiment l'impression d'avoir accompli quoi que ce soit de dur puisque maintenant pour ton cerveau c'est quelque chose de facile. Et du coup il faut absolument garder une trace de ce que tu fais puisque sinon tu déprimes et tu dis bah ouais j'ai juste appris une gamme quoi, c'est quoi le truc. Et si tu fais pas gaffe, tu oublies qu'il y a quelques jours t'étais incapable de faire toute cette gamme. Donc tu oublies le fait, comme tu t'es suffisamment immergé dans la pratique de ce truc, tu oublies le succès que tu viens de passer, tu oublies, tu te rends pas compte que tu as progressé de tout ça. Et du coup tu n'as pas tu n'as pas forcément la satisfaction de te rendre compte que tu as réussi. Et sans la satisfaction de t'être rendu compte que tu as réussi, t'auras pas forcément envie d'y retourner à la pratique. Donc il faut absolument prendre un moment pour être fier de soi. C'est même pas optionnel en fait, c'est pour garantir le fait qu'on va continuer à se lancer des défis. Il faut absolument prendre un moment pour être fier de soi quand on se lance des défis difficiles. Et d'ailleurs, le fait de penser à cette idée, l'idée selon laquelle quand on a maîtrisé une compétence, bah ça nous paraît plus comme un challenge, idée assez évidente quand on la met en mots, mais il faut le dire, il faut prendre le temps de le dire. Bah cette idée, ça me rappelle un peu le fait que quand une intelligence artificielle apparaît dans un nouveau domaine, du genre la reconnaissance de texte, l'assistant vocal, on a tendance à se dire, quand elle apparaît, on a tendance à se dire, ouais mais c'est pas vraiment une intelligence artificielle, regarde tout ce qu'elle ne peut pas faire. Et puis elle s'améliore, elle s'améliore, elle s'améliore, elle s'améliore, et quand elle finit par réussir à faire toutes les choses qu'on avait répétées qu'elle n'était pas censée pouvoir faire, et ben d'un seul coup on n'appelle plus ça une intelligence artificielle. C'est pris pour acquis que les machines savent faire ça de toute façon, du genre la reconnaissance de texte. Maintenant, en ce moment, il y a les robots qui tiennent des conversations. C'est pas vraiment des vraies conversations, mais ça va s'améliorer. Et dans 10 ans, on dira ouais, une conversation c'est pas vraiment un truc d'intelligence artificielle. C'est finalement très similaire à la manière que les humains ont d'apprendre. Quand on devient meilleur à un truc, ce truc n'a plus l'air d'un défi. Et du coup, on n'est pas forcément fier de nous quand on l'a accompli. On est genre ouais, bah j'ai juste appris mes gammes quoi. Alors que c'est un défi. Et tout l'enjeu est de repérer ce phénomène et de continuer à le traverser en n'écoutant pas tout ce que ton intuition pourrait avoir envie de te dire. Et oui, une fois l'objectif formulé, tu marches sans discuter. Des patterns que l'on peut utiliser, c'est ça de la théorie. Et la raison pour laquelle on a mis au point ces patterns au fil du temps, c'est pour pouvoir les utiliser, pour que le pattern devienne un outil pour faire une chose. Et donc on remarque que dans la théorie musicale, il y a quelque chose de cyclique, il y a des patterns qui se répètent, 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1. Donc voilà, quand on cherche à créer, il faut apprendre des patterns, il faut apprendre une théorie, si on veut le faire avec le savoir de l'humanité. Après, on peut n'en avoir rien à foutre du savoir de l'humanité, et ça c'est une mauvaise idée je pense, puisque l'humanité a été douée quand même au fil des putains de millénaires pour développer des patterns. Les patterns servent à créer. Quand tu crées tout seul sans chercher à apprendre les patterns, tu te prives de toute une richesse créatrice. Mais c'est chiant d'apprendre des patterns, puisque c'est quelque chose que quelqu'un d'autre a fait, c'est pas ta propre réflexion, du coup c'est de l'extérieur vers l'intérieur, c'est pas ta propre idée, c'est d'abord tu dois la comprendre et ensuite tu dois la sentir. Tu sais, l'extérieur c'est le cerveau qui réfléchit, qui est rationnel, qui met les choses en raisonnement compréhensible. L'intérieur c'est le ressenti. Notre cerveau extérieur est capable de mettre des patterns sur ce que notre cerveau intérieur ressent, pour pouvoir, à l'avenir, déclencher ses ressentis, ses émotions, en activant le pattern. Donc, si on cherche à faire ressentir quelque chose à quelqu'un, avec de l'art, ou avec une histoire, ou avec n'importe quoi, le faire passer par des patterns est un très 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 bon moyen. Le faire passer quoi? Faire passer ton ressenti que tu as envie de faire ressentir à quelqu'un d'autre. Soit tu es superficiel et tu fais juste j'ai envie de faire ressentir quelque chose à quelqu'un, j'ai envie de faire ressentir cette chose à quelqu'un et il se trouve que ce pattern fait sentir cette chose, donc je vais activer ce pattern et cette personne va sentir cette chose là. Soit tu le fais de manière intéressée, tu veux juste faire sentir quelque chose à quelqu'un, soit toi-même t'es en train de ressentir quelque chose et il se trouve que tu t'es entraîné pour que quand tu sentes quelque chose, ça passe par un certain pattern. Si jamais tu es passé par cet entraînement, tes ressentis seront sentis par les autres. Si jamais tu t'es fait suffisamment violence pour passer par l'entraînement qui fait que tes ressentis s'expriment par certains patterns. Cependant, il existe des gens qui n'en ont rien à foutre des patterns et qui arrivent quand même à te faire ressentir quelque chose. Comment ces gens-là font-ils? Ils ne font que exprimer ce qu'ils sentent, ce qu'ils ressentent. Et en n'utilisant aucun pattern prédéfini, ils arrivent
ta gueule les notifications. Et en utilisant même aucun pattern prédéfini, ils arrivent à faire ressentir à, disons, leur audience ce qu'ils ressentent. Qui sont ces gens? Des chanteurs avec une voix très personnelle qui ne suit aucune règle mais qui expriment très sincèrement ce qu'elle ressent. Ouais, mais après les humains c'est des animaux sociaux, donc on est capable de ressentir l'émotion de quelqu'un en le regardant kiffer. Si jamais tu vois quelqu'un kiffer sur scène, tu comprends qu'il est en train de kiffer et du coup t'as des chances de kiffer toi aussi de ton côté. Bon. Si tu entends quelqu'un dans un enregistrement, déjà tu vois pas sa tronche, donc t'as moins de chances de le sentir kiffer. Mais si c'est une voix, c'est quand même assez identifiable comme émotion. Et tu peux quand même reconnaître le kiff dans quelqu'un qui chante. Donc tu kiffes toi aussi. Par neurone miroir, imitation, empathie, tout ça. Parce qu'il kiffe, tu kiffes. Mais genre un saxophoniste, genre Coltrane. Des gens qui connaissent que dalle au jazz, ils trouvent ça bruyant Coltrane. Ils comprennent pas tout ce par quoi il est en train de passer parce qu'ils ne reconnaissent pas les patterns qu'il est en train d'utiliser. Parce que Coltrane utilise énormément de patterns pour exprimer quelque chose de sincère qui vient du cœur, qui vient de son centre, le cerveau intérieur dont on parlait, le centre émotionnel. Il utilise énormément de patterns, donc il faut connaître les patterns pour le coup, là pour comprendre les émotions de Coltrane. Et là tu reconnais tout un paquet d'émotions et là du coup... I Love Supreme, c'est complètement ouf comme album quand tu reconnais tout ce qu'il est en train d'exprimer. Enfin bref, du coup, pour un créateur, pattern ou pas pattern, théorie ou pas théorie, bah moi je choisis la voie théorie. Je choisis d'exprimer mes émotions au travers de trucs que je suis capable de comprendre ou d'expliquer. Mais c'est aussi parce que je déteste ne pas être capable d'expliquer ce que je ressens. Je devrais peut-être être plus confortable avec le fait de se pointer et de ne faire que sentir, sans pattern. Ouais, mais maintenant je peux plus vraiment m'en empêcher puisque j'ai des patterns dans les doigts et dans la mémoire musculaire. En fait, j'aime pas l'idée de ne faire que sentir, de ne faire que ressentir et de ne faire du show que ça, parce que je suis trop habitué à tous les connards qui ne font que ça de manière complètement égoïste. C'est-à-dire qu'ils se disent ouais mais tu comprends mec, l'art c'est de l'expression personnelle et ils s'en foutent de faire un truc qui est moche et nul, ils sont juste regarde-moi je suis un artiste et ils se la pètent. En plus, par-dessus. Donc j'ai juste été habitué à tout un paquet de connards qui ne font que ressentir sans essayer de chercher à faire quelque chose de beau. Faut voir. Faut voir. Pour l'instant, c'est hors de ma zone de confort, je me mets plus de patterns. C'est marrant, c'est le contraire souvent chez la plupart des gens. Créer des patterns, c'est hors de la zone de confort. Mais je suis devenu confortable avec le fait de sortir de ma zone de confort. Enfin, dans ce sens-là. Après, il faudrait que je réussisse à sortir de ma zone de confort dans d'autres directions, à savoir ne faire que sentir. Mais ça, il se trouve que sur la... Sur la fameuse théorie de l'escalier que j'utilise depuis le début, que je prendrai le temps d'expliquer un jour, c'est le but de bientôt. Donc en fait le bas de l'escalier c'est le plus extérieur du cerveau et le haut de l'escalier c'est le plus intérieur du cerveau et le fait de gravir l'escalier c'est le fait de gravir l'escalier et le fait de changer le sens de la direction dans laquelle tu abordes l'escalier c'est l'acte de s'entraîner à créer de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse. Allez, j'ai compris un truc de plus avec cette théorie. Bon, on continue à bosser. Ok, il y a un point très important qu'il faut comprendre et qui est un peu le but de tout ce que je suis en train de faire. C'est d'amener du détail sur l'explication un peu chiante parce qu'elle est beaucoup trop courte, qui est Just do it! Qui est il y a que en travaillant qu'on y arrive, qui est il y a que le dur labeur qui t'amène au succès. J'aimerais du détail sur ce dur labeur, messieurs, dames. J'aimerais... En gros, je refuse l'explication toute simple. Bah, c'est parce que j'ai bossé dur que j'y suis arrivé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossent dur et qui n'y arrivent pas. Et du coup, après, il y a des connards qui vont dire « Ouais, mais faut pas travailler dur, faut travailler bien, faut travailler intelligemment. » D'accord, mais c'est justement ça que je cherche à comprendre, monsieur. Connard. Du coup, en fait, c'est pour ça que je me suis lancé ce méga défi d'apprendre 14 gammes dans les 12 tonalités, dans tous les patterns différents. Parce que c'est un gros challenge et que je documente chaque petit détail de pensée par lesquels je passe et qui peuvent se résumer à n'abandonne pas, continue. Mais c'est flou encore, genre, parce que n'abandonne pas, continue, on a sérieusement envie d'abandonner quand on est en plein milieu. Mais n'abandonne pas, du coup, c'est pas suffisant comme conseil pour ne pas nous faire abandonner. D'où tout ce que je suis en train de faire. Documenter concrètement qu'est-ce qui fait ne pas abandonner et persévérer et faire des petits pas et qu'est-ce qui fait continuer à faire des petits pas malgré la galère. C'est le but de tout ça en fait. Toutes les règles qui te servent à savoir si oui ou non t'as appris quelque chose, c'est pas le but en soi, c'est juste un signe, une conséquence du fait que t'as fait la bonne chose. Et la bonne chose, j'ai pas encore réussi à foutre les bons mots dessus, mais en gros c'est se concentrer sur réussir la prochaine phrase que tu t'apprêtes à faire.
Donc je peux définir tout un tas de règles, je peux expliquer tout un tas de règles que je suis, du genre réussir le défi que tu te lances 5 fois, enfin maintenant je fais 6 fois, à un tel tempo, puis augmenter de 10 BPM, puis augmenter de 10 BPM jusqu'à atteindre 120 BPM. Je peux expliquer toutes les règles que je me fixe, mais si je ne fais que ça, ben les règles du coup que je fixe auront l'air d'instructions à suivre, ce qui est une connerie. Le but n'est pas d'en réussir 5 à la suite, parce qu'après du coup tu vas faire ok encore une, ok j'en suis à 5, et tu vas pas penser aux bonnes choses, tu vas pas être en train de te focuser sur les bonnes choses, c'est-à-dire sur tes doigts. C'est juste un signe. C'est aussi une carotte pour te faire répéter le truc, même si tu l'as réussi une, deux fois, faut le répéter encore, faut s'assurer de le savoir plus. Mais en gros, si tu rages parce que t'y étais presque, oh merde, j'ai raté juste la 5e fois, mais j'y étais presque, monsieur, c'est pas juste. Si tu rages pour ce genre de raison, c'est que t'es pas dans le bon putain d'état d'esprit, dans le bon putain d'état d'esprit, dans le bon état d'esprit, dans le bon putain d'état d'esprit, dans le bon putain d'état d'esprit. Et l'état d'esprit en question, c'est vouloir apprendre. Mais ça, c'est vachement vague et ça suffit pas. Vouloir apprendre à chaque instant, c'est-à-dire être à la quête des erreurs que tu fais et en train d'essayer de dresser une cartographie mentale de là où tes doigts sont censés tomber. Une cartographie mentale. Ouais.